C'est l'ambiance des grands soirs au stade Bollaert de Lens. En plein hiver, 30 000 personnes sont là pour un simple match de football de Ligue 2. Et comme le veut la tradition, on chante et on agite les drapeaux avant la rencontre. À Lens, les supporters ont aussi un autre rituel. La barquette de frites que l'on s'achète dans l'une des baraques disposées autour du stade. Ah, une frite brochette comme d'habitude. Brochette, américain brochette et américain saucisse. À l'intérieur de la baraque, Jean-Paul Dambrine est aux manettes. Qu'est-ce que tu veux dans le pack, Tommy? Jean-Paul Dambrine est une institution locale, car il fait de la frite depuis 45 ans. Sa recette est celle des puristes, avec double cuisson. Avec ceci, américain steak. Là, nous précuisons les frites, nous les blanchissons. Montrez-nous une frite précuite, là. Alors, une frite précuite, voilà, elle est blanche. Après, je les réchauffe dans un autre bain qui est monté à plus haute température. 2 bains d'huile donc, un pour la cuisson et un pour la friture. C'est la frite traditionnelle, bien égouttée, bien dorée. Voilà, hop. Oui. On la ressecoue un coup. Ça, c'est la portion classique. Ah, c'est une belle portion, hein. Ça fait 400 grammes. C'est bon, et c'est vendu combien, ça? 4 € celle-là. 4 euros. Ouais. C'est la grosse portion en Ah, c'est la grosse portion. Voilà, monsieur, dame. 4 € la grosse portion de frites. Un prix raisonnable qui a fidélisé les supporters lensois. Monsieur, vous êtes un habitué là, de la friterie? Ah, tous les 15 jours, je sais qu'il y a un match. Hein. Ouais. Ça fait des années qu'on vient là. Tous les 15 jours, vous faites des frites? Ah, tous les 15 jours, ouais. Voilà. Alors Paul, tous les 15 jours, on prend une frite. Depuis des années. Depuis des années. Des années que les fans de Lens connaissent Jean-Paul et ses fameuses frites grasses. La bonne frite de Lens. Elles font partie du paysage. Car ici, on voue plus qu'ailleurs un culte à la frite. Dès qu'on a des dents, on peut manger des frites. C'est quelque chose de superbe. Celui qui l'a inventé, il devrait avoir une statue. Hein. Celui qui a inventé la frite, ah ouais. Oh oui alors. Un plat populaire très apprécié à Lens et dans plein d'autres endroits au monde. En France, 8 personnes sur 10 en mangent régulièrement. On aime souvent les manger au restaurant avec un bon steak ou une entrecôte. Je les aime croustillants. Aux États-Unis, on les mange plutôt avec un bon burger. Oui, elles sont moelleuses, onctueuses. C'est très bon. En Angleterre, la tradition, c'est avec du poisson, le fameux fish and chips. Si frais, si goûteux, si bon, il n'y a vraiment rien de meilleur. Avec 350 kilos avalés chaque seconde dans le monde, la frite a conquis la planète. Un plat populaire dont se sont emparés des géants de l'agroalimentaire pour en faire un produit mondialisé, standardisé et proposer toutes sortes de frites. Certains vendent même des frites light. La frite, c'est l'histoire d'un succès phénoménal dont on connaît pourtant mal l'origine, car 2 pays s'en disputent la paternité. Une seule chose est sûre, avant d'être transformée, la frite c'est de la pomme de terre. Et la pomme de terre vient du Pérou, où les Incas, 1000 ans avant Jésus-Christ, étaient les premiers à la cultiver. Là-bas on appelait ça la papa. Et la papa s'est exportée. Elle arrive en France grâce à Parmentier. Pour combattre la famine, il plante à Neuilly-sur-Seine les premiers champs de pommes de terre. Nous sommes au XVIIIe siècle. Qui a ensuite inventé la frite? Les Belges? Les Français? À chacun sa fable. En Belgique, où la frite fait partie du patrimoine national, une légende circule. Le patron de cette vieille baraque à frites de Bruxelles adore la raconter. L'origine de la frite, paraît-il, vient du côté de Namur, au bord de la Meuse. Ils avaient comme coutume, un certain week-end, de faire de la friture de poisson. Une année, je ne sais pas, en 1700, paraît-il, la Meuse a gelé. Et comme la Meuse avait gelé, ils ne savaient pas pêcher les alevins ou je ne sais pas quoi. Ils ne savaient pas faire de friture de poisson. Et ils ont eu l'idée de prendre une pomme de terre et de la couper en forme de poisson. Et ils les ont jetés dans l'huile. Et c'est de là qu'a commencé la frite.
En France, les spécialistes ont une autre version qui date de la Révolution française. Emmanuel Rubin, critique gastronomique, a l'air très sûr de lui. Ce serait né en France, à Paris, sur le Pont-Neuf, d'où les pommes Pont-Neuf. À l'époque, les ponts étaient habités, ils vivaient, et il y avait plein de petits marchands ambulants. Et parmi ces marchands ambulants, il y avait des vendeurs de frites, tels qu'on les connaît ou on les imagine aujourd'hui, ils les vendaient sur le Pont-Neuf. Des marchands ambulants qui régalaient la population. L'histoire, tout comme celle des Belges, est impossible à vérifier. En tout cas, pendant longtemps, la frite a été consommée comme ça, sur le pouce, dans la rue. 200 ans plus tard, certains perpétuent la tradition. C'est le cas de Jean-Paul, le vendeur de frites du stade de Lens. Il est en fait le propriétaire des 10 baraques à frites du stade. Il peut vendre pour près de 10 000 € de frites par soirée. Son enseigne a pour nom la friterie Sans Sas et il est le fournisseur officiel de frites à chaque rencontre. Du coup, lorsqu'il est au stade, il ne voit pas le match. Car dès que ça commence, il se prépare pour le rush de la mi-temps. Des frites de secours. Des frites de secours pour faire quoi? Bah, si on est en cours de frites, j'ai toujours des cartons au cas où on refuserait, pour pas refuser. Quand le match démarre, Jean-Paul entame lui le ravitaillement. Un tour du stade en camionnette afin d'être sûr que chaque baraque aura assez de frites pour rassasier les supporters. Alors ici, Gokchadi, là. Bonjour, ça va? Bonjour. Christophe, manque à rien? Apparemment, les frites se vendent plutôt bien ce soir. Pardon? Sur les 2 tonnes prévues, il en a déjà écoulé 1,5 avant même la mi-temps. Ouais, c'est au cas où ils refuseraient la sortie. Ça vend bien là ce soir? Tout ce qui est reste. Ça se passe bien, bonne ambiance surtout. Les gens sont contents d'être là. Toute la soirée, les baraques vont continuer à débiter de la frite. Le bilan est bon, 2500 portions vendues. Une soirée comme ça, si vous vendez 2500 à 3 ou 4 €, ça va Ouais, c'est bien. Vous rentabilisez bien ouais, les emplacements, tout ça? C'est bien. Si on fait ça à chaque fois, ça serait bien. La recette est donc gagnante. Voilà, regardez. Sur ce type de match, son bénéfice est à peu près de 2000 €. Mais avant d'en arriver là et de faire des étincelles, Jean-Paul Dambrine a bien roulé sa bosse. La frite, c'est toute la vie de ce gars du Nord, fils de mineur, qui a arrêté les études très jeune. Si j'avais su aller à l'école étant jeune, je serais peut-être ingénieur, je serais peut-être médecin, avocat. Mais voilà, je n'ai su que faire des frites. Voilà. Il se lance dans le commerce artisanal dès l'âge de 20 ans. Alors voici une de mes premières baraques à frites. Voilà. Il fait ses premiers pas en sortant de l'armée, d'abord en vendant des frites dans les fêtes populaires. J'ai été libéré de l'armée le 30 avril 1969 à 11 h du matin. J'ai vendu mon premier paquet de frites le 30 avril 1969 à 20 h 30, Balle du Muguet à Ablain-Saint-Nazaire, de 10 km d'ici, avec l'orchestre Stéphane Kubiak. Il installe son camion dans des foires ou des rencontres sportives. Ensuite, il acquiert d'autres baraques à frites, embauche du personnel, puis achète plusieurs petits restaurants en centre-ville. Ce sont des snacks où on ne fait quasiment que de la frite. Jean-Paul réussit déjà bien, mais il va connaître une consécration il y a 7 ans. À cette époque, il reçoit un coup de fil d'un acteur célèbre. Alors Danny Boone, c'était un client qui venait manger régulièrement chez moi. Puis on a fini par sympathiser. Et un jour, il me dit j'aurais besoin de me louer une friterie pour tourner une bricole. Il me dit, bon, bah, comme je connaissais Danny qui venait manger régulièrement, je lui dis, ah, pas toi, je dis, à toi, je te loue rien du tout. Quand tu as besoin d'une baraque, tu m'appelles, j'arrive. Hein. Et puis il me rappelle, bon, bah, envoie-moi la photo de la remorque que tu vas me prêter. Et je lui envoie une toute neuve remorque, hein, la photo. Il me rappelle, il dit, non, lui, c'est trop bio, il dit, je veux une vieille baraque.
Et donc, comme j'en avais, je lui ai fait cette remorque pour faire son film. Et puis voilà. C'était quoi le film? Bienvenue chez les Ch'tis, bien sûr. Le film réunit plus de 20 millions de spectateurs et rend la friterie Momo célèbre. Jean-Paul en fait sa mascotte. Il la sort pour les gros événements comme cette fête géante dans le centre de l'île. Le gars du Nord s'est fait sa place. Il détient aujourd'hui une vingtaine de baraques à frites, 6 snacks et emploie près de 80 personnes. Le succès ne l'a pourtant pas changé et n'a pas changé sa manière de faire de la frite. Pour qu'elle soit fraîche, il prend soin de faire produire à seulement quelques kilomètres de chez lui afin de conserver le goût des pommes de terre. Pour Jean-Paul, c'est très simple de se fournir localement. Il a tout sous la main. Il achète donc ses frites en sachet dans cette usine qui appartient à de vieilles connaissances, les frères Savary. Ça y est, t'es revenu? T'as fini les vacances? Ouais, ça y est, ouais. Bon, je viens voir un peu les pommes de terre pour ce soir, là. Pas de problème. Ça va, ça se prépare? Ça se prépare. Bon, bah si tu peux nous montrer tout ça. Pour lui, une bonne pomme de terre doit être de la variété des Binch, la meilleure pour la frite. C'est une patate grosse et grande, un gage de qualité. Là, elles vont être grandes. Hein, c'est des grosses pommes de terre, on va avoir des belles frites. On va déguster une bonne frite. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Binch? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une variété qui correspond au produit la frite. Hein, c'est comme si vous me demandiez pourquoi une Mercedes par rapport à une 2 chevaux. Ben ça, c'est la Mercedes de la frite, la Binch. Les pommes de terre passent sur ces chaînes de production. Elles sont nettoyées, pelées, puis elles sont coupées en frites. Comme pour n'importe quel produit, la fabrication se fait à la chaîne. Même si pour le bon client qu'est Jean-Paul, les Savary font du sur-mesure. Elles sont coupées donc en section 11 mm, comme vous nous demandez. Ouais, le calibre. Et derrière, un calibrage, on enlève les extrémités de coupe, tout ce qui est trop petit. En fin de chaîne, il sort donc une frite fraîche, épaisse et longue. Il ne reste plus alors qu'à la faire passer dans les bains d'huile pour la manger. Ah, ouais, regardez, quand vous avez une bonne frite comme ça, que vous trempez dans la mayonnaise, vous n'en mettez pas plein les doigts. Ces frites à l'ancienne ont aussi pour avantage d'être peu onéreuses, 70 centimes le kilo. Mais Jean-Paul a encore d'autres grosses dépenses avant de pouvoir les vendre. Messieurs, dames. Car lorsqu'on fait de la frite, ce n'est pas le bâtonnet de pommes de terre lui-même qui coûte cher. Il faut aussi financer les friteuses, payer les locaux et les employés, et surtout acheter un autre produit indispensable qui pèse lourd dans les comptes, l'huile de cuisson. Car Jean-Paul n'utilise pas n'importe laquelle. Il a choisi celle-là, qui se présente sous la forme de cette barre. Avec ça qu'on fait des bonnes frites bien blanchies. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du gras de bœuf raffiné. Montrez-nous. Pour moi, c'est ce qui donne un bon goût. Tout cela a un prix fort. Sur une barquette à 4 €, Jean-Paul dépense près d'1 € en graisse de bœuf. Hop, et là, je les sors. C'est 2 fois le prix des frites sorties d'usine. Sur chaque portion, son bénéfice net est d'environ 50 centimes. Voilà. Grâce à ça, Jean-Paul Dambrine, même s'il n'est pas milliardaire, vit plutôt bien. Sa frite a du succès localement, mais elle est bien différente de celle que vous mangez tous les jours, moins généreuse et plus standardisée. Voilà, bon appétit. Elles sont longues, fines et blanches. Ce sont ces frites vendues dans des supermarchés sous forme de sacs à cuisiner chez soi. Et ce sont surtout ces frites que l'on trouve dans tous les fast-foods du pays. McDo, Quick ou Burger King. Des frites d'un autre genre, inventées il y a 70 ans bien loin de chez nous, dans un état peu connu du nord-ouest des États-Unis. Cette nature grandiose, c'est l'Idaho. Ici, les canyons et les déserts, bordés par les montagnes rocheuses, occupent l'essentiel des espaces. Mais le reste, ce sont souvent ces champs de patates.
7 millions de tonnes sont produites ici chaque année afin d'être transformées en frites. Une réussite qui doit tout à un homme, un self-made man, mort il y a 4 ans. À Boise, la capitale de l'Idaho, tout le monde le connaît. Son nom, John Simplot. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. Tout le monde en Idaho le connaît. C'est l'empereur de la patate, ce gars-là. Il est parti de rien, il est devenu milliardaire. C'est quelque chose d'incroyable tout de même. L'histoire de Simplot, c'est exactement celle d'une success story à l'américaine. Un petit gars de l'Idaho parti de rien, finit multimilliardaire grâce à la frite. Son entreprise, Simplot, a gardé son siège ici. Elle est aujourd'hui le numéro 2 mondial du secteur derrière McCain. David Cuillot a été l'assistant de John Simplot pendant 20 ans. Il connaît bien l'épopée de son ancien patron. Vous voyez ça, c'est une photo de la famille Simplot sur une charrette. Il était né en 1909 d'une famille extrêmement modeste. John Simplot, fils de fermier, n'a que 14 ans lorsqu'il commence à travailler sur les champs de patates avec son père. Il devient son propre patron et réalise son premier gros coup, en étant l'un des fournisseurs en pommes de terre de l'armée américaine lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand le conflit se termine, la demande diminue. Simplot doit alors trouver d'autres débouchés. Il va réussir en étant le premier à exploiter une technologie révolutionnaire, apparue quelques années plus tôt. Une découverte géniale, inspirée de ce que font les Inuits en Alaska. Là-bas, il fait souvent moins 40 degrés. Quand on pêche un poisson, ces très basses températures le font geler immédiatement. Avantage de cette congélation instantanée que l'on appelle surgélation, le poisson a toujours le même goût lorsqu'on le dégèle. Dans les années 30, les Américains développent cette technique et inventent un procédé novateur dans l'alimentation, les produits surgelés. Au départ, Simplot ne voit pas l'intérêt pour lui de cette invention, jusqu'à ce que l'un de ses employés finisse par le convaincre. En 1943, un de ses employés lui a proposé de faire de la frite surgelée. Simplot n'y croit pas. Il lui répond un truc comme « ça m'étonnerait. Si tu décongèles une patate surgelée, ça fond et ça fait de la purée, pas de la frite. » L'employé n'a pas baissé les bras. Il a eu l'idée géniale de faire pré-cuire les frites avant de les surgeler. Comme ça, la chair reste toujours ferme. L'employé est revenu voir Simplot un an plus tard en lui faisant goûter ces fameuses frites pré-cuites surgelées. Simplot a adoré. Il a dit « Génial, elles sont super bonnes ». C'est une bonne phrase pour lancer une industrie, non? C'est la naissance de l'industrie de la frite surgelée. Simplot se lance à fond dans l'aventure et crée les premières usines à frites. Ces frites font un carton. Elles envahissent les rayons des supermarchés américains. Bien vu de la part de Simplot, c'est aussi l'époque où les premiers congélateurs apparaissent dans les foyers. Mais son coup de maître survient au début des années 60. Il fait la rencontre de cet homme au hamburger, Ray Kroc, le fondateur d'une chaîne qui n'en est qu'à ses débuts, McDonald's. Simplot le convainc alors de servir les frites de sa marque dans ses restaurants. Le point de départ d'une expansion sans limite. Quand Ray Kroc a pris cette décision, ça a été vraiment le moment de bascule. Après ça, tout le monde s'est mis à manger de la frite surgelée. Et comme Simplot était le principal fabricant, ça a été énorme. Il y avait même trop de demandes par rapport à ce que nous pouvions produire. Avec l'essor des fast-foods, la demande en frites surgelées explose. D'autres géants de la frite apparaissent. Lamb Weston, mais surtout le plus connu et numéro 1 aujourd'hui, McCain. Des multinationales qui emploient toutes les mêmes méthodes de fabrication industrielle. Dans l'Idaho, l'État s'est métamorphosé pour répondre à leurs exigences. Et ça commence
dès la production sur les champs de patates. Les fermiers de l'État ont changé de dimension. Ils règnent sur des exploitations toujours plus gigantesques qui font des tailles inimaginables en France. Avec son pick-up immatriculé à l'effigie de la patate, Dan Moss fait le tour de ses champs en ce moment, car c'est la période où ses équipes plantent les pommes de terre. Il est l'un des plus gros agriculteurs de l'Idaho. Chez lui, on est fermier de génération en génération. Alors, voilà mon staff. Tout d'abord, il y a Ryan, mon fils, Jason, l'agronomiste, et Jay Spiding, le manager de cette zone. Depuis qu'il travaille pour Simplot, il a multiplié par 10 la quantité de pommes de terre qu'il vend. Aujourd'hui, il en produit plus qu'aucun agriculteur français. Tout ça autour de moi, ce sont mes champs. Il y a à peu près 10 000 hectares de champs de pommes de terre en tout. On peut faire un maximum de frites ici. Nous travaillons pour plusieurs chaînes de fast-food, comme McDonald's et Burger King. Pour fournir ces grosses chaînes de restaurants en quantité si importante, tout se fait en taille XXL. En ce mois de mars, c'est la période des plantations, car contrairement aux apparences, ces pommes de terre ne viennent pas d'être récoltées. Ce sont des plants qui sont semés dans les champs et qui donneront chacun 5 kilos de patates. Il suffit de quelques tracteurs pour en déverser des dizaines de milliers sur cette immense étendue. À l'automne, Dan Moss et ses employés les récolteront pour les stocker à l'ombre et au frais, dans cet énorme hangar. Celles qui sont là, elles ont été récoltées il y a 6 mois. On les conserve de septembre à avril. Ensuite, une armée de petites mains prend le relais. Des Américains d'origine latino se livrent à une sélection rigoureuse, en vérifiant manuellement que les pommes de terre n'ont pas de défaut majeur. Il y a aussi un ultime contrôle, avec des caméras infrarouges qui signalent les problèmes. Voyez, on a mis 2 caméras là. Quand il y a un défaut sur une patate, il y a un bras qui sort là et qui rejette la mauvaise patate. En bout de chaîne, Dan Moss s'assure qu'il en sort une grosse et longue pomme de terre. Elle doit être conforme aux souhaits de McDonald's, son principal client. Pour les cornets de frites de McDonald's, la frite doit être longue afin qu'on la voie bien. Elle doit dépasser la taille du cornet. C'est une question de présentation. McDonald's impose ça. La taille de la patate, c'est une des nombreuses exigences des chaînes de fast-food. Ce n'est pas la seule. Les agriculteurs qui travaillent pour ces multinationales de la frite subissent une grosse pression de leurs clients, qui leur imposent des conditions drastiques, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Sur les routes du nord de la France, Maxime Collard s'apprête à aller contrôler ce jour-là un agriculteur qui lui fournit des patates. Il est employé par Lamb Weston, l'un des 3 géants de la frite, avec Simplot et McCain. Bonjour Maxime. Bonjour Monsieur Fournier. Ça va ? Ça va. Maxime connaît bien son agriculteur, avec qui il travaille depuis 6 ans. Ça ne l'empêche pas de remplir sa mission avec zèle, avant que les pommes de terre ne partent à l'usine. Alors là, on coupe la pomme de terre pour vérifier si au niveau interne, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire si on n'a pas de brunissement qui pourrait être considéré comme défaut sur la frite. Là, par exemple, ça va ? Là, ça va très bien. Là, il n'y a aucun problème. On voit que l'intérieur de la pomme de terre est très propre. Il n'y a pas de brunissement, il n'y a pas de couleur spécifique. Donc on voit que la qualité interne est parfaite. Ça veut dire que ça va donner de la bonne frite ? Ça va donner de la belle frite. Maxime n'est pas seulement regardant sur la qualité de la patate. Un autre élément plus inattendu et fondamental pour lui. Le plan de pommes de terre utilisé par l'agriculteur. Oui, d'accord. C'est le nerf de la guerre pour les chaînes de fast-food.
car chaque type de plant donne une patate spécifique, et donc une frite spécifique. Pas question pour un fast-food d'avoir le même plan que son concurrent. Maxime s'assure que l'agriculteur utilise celui qui est conforme à la commande de la chaîne de fast-food. C'est donc la variété innovateur. La variété innovateur, c'est une variété qui est spécifique à Lamb Weston et à McCain, parce que ce sont des variétés qui sont exclusives McDo. C'est-à-dire que ce sont des variétés qui appartiennent à un client. Donc ça, c'est pour la frite McDo. Voilà, ça c'est pour la frite McDo. Le groupe Lamb Weston ne se contente pas d'imposer la variété de patates. Il récupère aussi une commission au passage, car c'est lui qui vend ce fameux plan. J'ai pas le droit moi-même de produire mon propre plan. Ou alors faut que vous payiez voilà, les royalties. Ça s'appelle des royalties. C'est ça. Mais si vous le faisiez, ça vous reviendrait quand même pas moins cher plutôt que Si, ça me coûterait beaucoup moins cher. L'agriculteur n'est donc plus qu'un sous-traitant intégré à un vaste processus de fabrication. Mais entre-temps, les pommes de terre de M. Fournier subissent de grosses transformations, afin d'en faire une frite standardisée à l'extrême. Elles vont se retrouver comme des millions d'autres patates dans une gigantesque usine à frites à Groningen, aux Pays-Bas. Ici, on fournit une partie des restaurants McDonald's et Burger King de France. Un site sur lequel veille Rinko Bender, le responsable de la fabrication. Chaque jour, on fait 10 millions de portions de frites. Les machines tournent ici 24 heures sur 24 pendant 12 jours d'affilée. Ensuite, on s'arrête 2 jours et c'est reparti. C'est comme ça toute l'année. 10 millions de portions de frites sortent chaque jour de cette usine. C'est la deuxième plus grosse d'Europe. Alors pour avoir une telle cadence, l'entreprise a mis les moyens. Chaque matin, le responsable vérifie toujours le niveau de production du moment. Bonjour, est-ce que les lignes tournent bien ce matin? Oui, ça va, on est pas mal. On a fait 20 tonnes sur la ligne là et le reste fonctionne correctement. C'est dans ces longues machines en inox que sont produites ces frites surgelées. Un peu comme un objet que l'on fabrique, avec 3 étapes clés. Le taillage des pommes de terre en frites, la pré-cuisson à 180 degrés dans ces friteuses géantes, et l'ultime étape la plus importante, celle qui différencie ces frites des frites fraîches, la surgélation. On fait passer l'air glacial à travers les frites, comme ça, de bas en haut. Elles viennent d'être cuites à 180 degrés et là, nous, on les met à moins 40 pour qu'elles surgèlent. Une fois surgelées, ces frites pourraient être expédiées. Mais pour répondre aux critères très pointilleux des fast-foods, l'usine a rajouté une étape. Elle a lieu dans cette pièce isolée de la production, le laboratoire. C'est Patrick qui s'en charge. Son travail consiste à ouvrir un sac de frites choisi au hasard, à faire cuire les frites et à vérifier dans le détail leur qualité. On vérifie bien tous les détails. Vous voyez, cette frite-là, par exemple, elle a un point noir. Elle passera pas. S'il y a trop de frites tachées, il peut aller jusqu'à annuler l'expédition et mettre la marchandise à la poubelle. Car il sait que les chaînes de fast-food sont intraitables. S'il y a un problème, on peut nous renvoyer le camion pour une deuxième vérification. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est en verrouillant ainsi à l'extrême cette chaîne de production que les géants de la frite ont réussi leur pari. Donner un maximum de valeur à une matière qui au départ ne vaut quasiment rien, la pomme de terre. 1 kilo de patates achetées à l'agriculteur sera vendu, une fois transformé en frites surgelées, 6 fois plus cher par un supermarché. Et ce même kilo de patates, cette fois-ci transformé en frites de fast-food, sera revendu 80 fois plus cher. Mais c'est aussi cette industrialisation qui a fait de la frite un produit universellement apprécié. On en mange 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Pourtant, la frite n'a pas toujours bonne presse. À l'heure de la lutte contre la malbouffe et contre l'obésité, elle a même de plus en plus mauvaise réputation. Pour certains spécialistes de la nutrition, elle serait un danger pour notre santé.
Dans le 5e arrondissement de Paris, un des laboratoires de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Depuis 30 ans, Hervétis expertise les produits alimentaires que nous mangeons. Ce jour-là, il va décortiquer pour nous la frite. Il l'analyse afin de prouver à quel point cette pomme de terre est une éponge à huile. Vous voyez, ça, c'est les grains d'amidon. On prend une frite et puis on la met dans le bain d'huile. Voilà. Lorsque l'on plonge la pomme de terre dans l'huile, des bulles s'en échappent. C'est de la vapeur d'eau. Car la pomme de terre en contient beaucoup, près de 20% en moyenne. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle ne devient pas grasse au moment où la frite est trempée dans l'huile. Là, il est complètement impossible pour l'huile de rentrer, puisque la vapeur est sous pression dans la pomme de terre, et donc elle sort, elle repousse l'huile de toutes ses forces. Hein. Alors, si l'huile rentre dans la pomme de terre, ça ne peut être qu'à la sortie, quand la frite refroidit. À ce moment-là, la vapeur se recondense et ça absorbe l'huile qui est en surface. Pour comprendre à quel point la pomme de terre absorbe l'huile, Hervétis va faire une expérience. Il fait frire ensemble 2 pommes de terre de même poids. À la sortie du bain, chacune va subir un traitement différent. Celle-là, on va la sortir, on la met là, on ne lui fait rien. Celle-là, on la sort tout de suite et on l'éponge très fort, pour enlever toute l'huile qui ne peut pas rentrer. Là, toute cette huile que j'ai épongée, elle ne pourra pas rentrer. Voilà. Pendant 2 minutes, l'autre morceau de pomme de terre absorbe l'huile. Donc maintenant, on va les peser. Le scientifique va se rendre compte que cette dernière est plus lourde que l'autre d'1 gramme. 1 gramme d'huile. Elle fait 13,69. Et je vais vous mettre 1 gramme d'huile. 1 gramme d'huile, c'est ça, une quantité de gras très importante. Voilà. Dans cette frite-là, il y a tout ça d'huile. Pour une frite, vous vous rendez compte? Tout ça d'huile pour une frite. Alors vous dire, c'est pas beaucoup tout ça d'huile. Mais on ne mange pas une frite, on en mange combien? Allez, 10, 20. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ça fait une quantité considérable d'huile. Des frites très grasses peuvent contenir jusqu'à 20% de graisse. En avalant une portion standard, 200 grammes, on a déjà consommé les 2/3 des matières grasses dont on a besoin chaque jour selon les nutritionnistes. Alors pour régler ce problème, certains industriels ont imaginé un nouveau produit, des frites light. L'initiative vient encore une fois des États-Unis. Un pays où l'obésité touche 1 habitant sur 3. La frite allégée y a fait son apparition il y a quelques mois au cours d'événements savamment organisés. Un beau matin, les Américains ont découvert des frites géantes au coin de la rue. D'énormes frites ondulées sur lesquelles on pouvait lire ses initiales. WTFF, What's the French Fries? Traduction, c'est quoi ces frites? Derrière ce gros coup de pub, il y avait en fait un leader de la restauration rapide. New Satisfries from Burger King. Are you satisfied? Burger King, qui dans sa publicité comparative défie son concurrent McDonald's sur un terrain assez inattendu. A delicious new choice with 40% less fat. Ces frites seraient 40% moins grasses que celles de McDonald's. Le secret de cette frite light, il tiendrait apparemment dans cet enrobage qui fait bouclier et limiterait donc l'absorption de gras. Au goût, les consommateurs n'ont pas l'air de sentir la différence. You can try if you... Elles sont bonnes. Tout est bon pour garder le consommateur. Exactement. Tout le monde veut manger des produits plus naturels et plus sains. Donc c'est bien que Burger King fasse ça. Un produit allégé mais une facture plus salée. En moyenne, ces frites coûtent 15% de plus que les frites traditionnelles de la marque. Mais ces frites, soi-disant light, sont-elles aussi légères qu'affichées? Nous avons voulu le vérifier en les faisant analyser. Elles sont en effet nettement moins grasses, au minimum de 40%. En revanche, ce que Burger King se garde bien de dire, c'est que ces portions censées être plus légères contiennent bien plus de frites que celles de son concurrent.
En mangeant plus de frites, on finit donc par absorber plus de gras qu'annoncé dans la publicité. Cette offensive de la frite light ne se joue pas seulement sur le terrain des fast-foods. Elle arrive aussi à la maison. Cette frite allégée a même fait parler beaucoup d'elle récemment, grâce à une influente célébrité. Tout est parti de ce tweet de la plus connue des présentatrices américaines, Oprah Winfrey. Cette machine a changé ma vie. Et il ne me paye même pas pour dire ça. Suivi par 16 millions de personnes à l'époque, son message a fait le tour de la toile et des médias américains. Une friteuse qui fait des frites avec 3% de matière grasse. Ce serait un record. Comment est-ce possible? Qui se cache derrière cette invention? Chez nous, cet appareil est déjà utilisé dans 2 millions de foyers. Ici, à côté de Limoges, cette famille l'utilise toutes les semaines. C'est l'occasion d'une corvée de patates pour tout le monde. Je vais en avoir épluché 5 que tu en auras épluché qu'une seule. J'en ai épluché 10. Vraiment. Au départ, tout semble identique à la préparation d'une friteuse normale. La différence se fait au moment de mettre l'huile. Avec cette friteuse, il suffit simplement d'une grosse cuillère pour faire tout cuire. Voilà. On les cuit aussi longtemps que pour les frites cuites à la friteuse traditionnelle? C'est plus long. Je vais mettre 45 minutes. Les frites ne sont donc pas plongées dans l'huile. C'est une pâle qui, en tournant, les brasse dans leur bac. Ensuite, de l'air brûlant propulsé va les cuire à 180 degrés. Ah, c'est bon. La cuillère d'huile sert à garder l'aspect croustillant. Avant d'utiliser cette machine, la famille ne mangeait presque plus de frites à la maison, pas assez diététique. Aujourd'hui, elle est une adepte de cette frite légère. C'est une frite, moins grasse. Et vraiment, on le sent, c'est moins gras? Oui. Ah oui. Puis elles sont plus moelleuses, je trouve, là. Elles sont plus tendres, en fait. Un tel engin coûte en moyenne 200 €, 3 fois plus cher qu'une friteuse traditionnelle. C'est le prix à payer pour l'innovation. Une invention d'un fabricant d'électroménager bien connu, le français Seb, un pionnier du secteur depuis les années 60. Dans un pays où la pomme frite a conquis une place de choix, les ingénieurs des usines Seb ont révolutionné les techniques de grand-mère avec un filtre qui dégraisse et désodorise totalement les vapeurs produites par les fritures. 1967, Seb invente la friteuse électrique sans odeur, qui va faire les beaux jours de la marque pendant au moins 30 ans. Mais au début des années 2000, les ventes de friteuses sont en chute libre. C'est alors que Seb met au point cette nouvelle machine révolutionnaire qui a permis à la marque de rebondir. Et surtout, de sauver sa dernière usine française. Nous sommes en Côte d'Or. Tout le reste de la production se fait en Chine. Mais pour éviter les copies de cette invention Lactifry, cette friteuse est encore assemblée ici. Depuis son lancement en 2007, 7 millions d'exemplaires de cette friteuse ont été vendus partout dans le monde. Avant de connaître cette réussite, il a fallu de longues années de recherche et développement. Pendant 10 ans, les prototypes se sont enchaînés pour réussir à faire des frites quasiment sans huile. Aujourd'hui encore, ils essaient de mettre au point de nouveaux modèles pour doper les ventes. Thierry Coutureau supervise toutes les recherches pour améliorer les points faibles de cette friteuse, comme notamment le temps de cuisson. Pour cuisiner des frites avec son appareil, il faut plus de 40 minutes, 2 fois plus qu'avec une friteuse traditionnelle. Ce jour-là, il va tenter une cuisson de 30 minutes. Il a créé un nouveau modèle de pâle qui brasserait mieux les frites. Le but est de bien répartir les bâtonnets de pommes de terre pour les chauffer en moins de temps. Sinon, c'est à l'air homogène, hein. C'est plutôt pas mal comme résultat. Il ne reste plus qu'à les tester. Les frites sont d'abord percées pour voir si elles sont bien croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur.
apte au service d'après la machine. En revanche, quelque chose ne fonctionne pas. Ici, les frites sont rangées de la moins cuite à la plus cuite. Puis elles sont flashées par cet appareil qui mesure leur couleur pour vérifier si leur cuisson est bonne. Le problème, c'est que certaines sont beaucoup trop claires, manifestement pas assez cuites. On a deux possibilités, soit on n'a pas eu d'huile dessus, soit la frite s'est trouvée moins exposée que d'autres à la chaleur. Elle a été moins cuite. Elle s'est retrouvée poincée dans la pâle, ce qui veut dire que la pâle de notre prototype n'est pas encore au point. On a encore un peu de travail. Il va donc revoir sa copie pour améliorer la durée de cuisson. Au final, une autre question reste en suspens. À force de les alléger, le vrai goût des frites est-il encore au rendez-vous? Voilà notre 1,5 kg de frites. Nous avons demandé à Sylvie Kienast, blogueuse passionnée de cuisine, de préparer un assortiment de frites, comme celles que l'on peut manger chez soi. Il y a les frites de la fameuse friteuse Seb à 3% de matière grasse. Il y a les frites qui sont de plus en plus consommées à la maison, les frites surgelées à réchauffer au four à 6% de matière grasse. Des frites plutôt légères que nous avons voulu comparer aux frites fraîches préparées façon grand-mère, dans 2 bains d'huile. Et ce sont 2 gastronomes expérimentés qui vont les départager. Puis-je vous offrir à chacun une magnifique assiette de frites? Alain Dutournier, chef étoilé, et Emmanuel Rubin, critique gastronomique. Pour les frites de la friteuse Seb, ils sont plutôt dubitatifs. C'est presque une nouvelle sorte de frites. Ça n'a pas le goût de pomme de terre, sincèrement. Et on a l'impression d'ailleurs que c'est pas frit, quoi. Ça a été cuit à l'eau, on ne sait pas très bien. C'est entre la pomme de terre bouillie, moitié frite. Je ne sais pas ce que je mange. Au goût, on est très loin de la pomme de terre. Et de la frite, on est loin de la frite? Il n'y a plus que la forme là, qui évoque la frite. Si on devait déguster les yeux fermés, je sais pas, vous dites pas que c'est une frite. Hein. Impossible. C'est une friteuse en fait. Quand ils découvrent comment ces frites ont été cuisinées, ils estiment que c'est contre nature. Ah oui, une seule cuillère d'huile. Ah bah ceci explique cela. Ouais, mais c'est la seule meunière sans beurre. C'est autre chose. Si on veut pas manger gras, faut pas aller à des plats gras. C'est pas grave, on s'interdit ces plats-là. Mais on ne dénature pas une recette. Pour la frite au four, le verdict n'est guère meilleur. Ça a ce goût immédiat, ça sèche très vite. C'est très aride, c'est très cartonneux. C'est la frite qu'on trouve partout, dans toutes les formules. C'est une frite qui est sèche, qui a goût à rien, Bon, c'est joli. C'est ce qui ressemble le plus dans l'imaginaire à la frite. Une seule trouve grâce à leurs yeux. Moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'on a quand même le goût de pomme de terre. La frite à l'ancienne, plongée dans 2 bains d'huile. C'est un côté maternel, ménager, c'est la frite de maman. Mais la frite maison, la bonne frite maison, sympathique. Celle-là est pour moi plus grasse, mais c'est pas un défaut. C'est la plus jouissive. Ouais, c'est la plus jouissive. D'ailleurs, on voit, quand on appuie, il y a un petit peu de graisse. Mais c'est ça aussi la frite. Il faut qu'il y ait un peu de friture, encore une fois. Selon eux, il n'y a pas de miracle. Une bonne frite est une frite grasse. Et ce type de frite bien gourmande est peut-être en train de prendre sa revanche. Car aujourd'hui, on la propose même dans des hôtels de luxe. On va les arroser avec le beurre clarifié. Philippe d'Asuncio est le chef reconnu du restaurant d'un palace parisien. Et il a décidé de remettre la frite au goût du jour. Pour donner plus de saveur à la frite, il réalise la première cuisson dans un bain de beurre fondu. Elle est vraiment beaucoup plus arrondie en bouche. Elle a un côté lacté, un côté beurre, évidemment, qui est beaucoup plus prononcé et qui, pour moi, est franchement de meilleur goût. Cela a beau être encore plus calorique qu'une huile traditionnelle, le chef y trouve donc un intérêt pour le goût de sa frite. Cette frite toujours plus grasse, version luxe, est vendue à la carte 12 €. 12 € pour 12 frites. Ce n'est pas donné. Pourtant, dans ce palace, le prix ne freine pas les clients. La frite gastronomique, c'est le dernier avatar d'un produit qui ne cesse de se réinventer depuis 200 ans.